Chers sorciers, chères sorcières, merci à tous d'être venus ce soir. Vous êtes venus parce que vous avez compris à quel point cet événement aujourd'hui allait être décisif pour la communauté magique et pour le monde des sorciers. Je suis président du Magen Mago et c'est cette session extraordinaire qui aujourd'hui aura pour tâche d'acquitter ou au contraire de condamner Lord Voldemort. Ce dernier, en effet, à la suite d'un accident au département des mystères, a vu un retourneur de temps se briser et malencontreusement pour nous, le Seigneur des Ténèbres est aujourd'hui de retour. Merci. Fort heureusement pour nous et pour la sécurité de tous, un groupe d'aurore était alors présent au ministère. Il a pu être immédiatement neutralisé et c'est aujourd'hui entravé et enchaîné qu'il se présentera devant vous. Je vois d'ici à quel point vous êtes rassurés, c'est parfait. Ne croyez pas que ce sont des fausses. Pour juger le plus grand mage noir de tous les temps, nous avons réuni ce soir un jury prestigieux qui aura cette tâche ô combien importante de décider du sort du Seigneur des Ténèbres et de décider du sort finalement de la communauté magique tout entière et du secret qui lui est attaché. Pour ce faire, j'appelle immédiatement le premier membre de notre jury, les deux premiers membres de notre jury, messieurs Nicolas Rousseau et Valère Ndior. Monsieur Rousseau et monsieur Ndior ont animé un séminaire sur Harry Potter et le droit. Monsieur Rousseau est un ancien de Sciences Po, nous restons donc en famille ce soir. Diplômé d'affaires publiques. À l'inverse, monsieur Ndior est maître de conférences en droit public à l'université de Toulouse. Ils sauront donc mêler leur maîtrise de la joute oratoire et juridique à leur connaissance pointue de l'univers magique de J.K. Rowling. Notre deuxième membre du jury ce soir est madame Virginie Leroux. Madame Leroux est maître de conférences à Sciences Po, elle anime les cours de latin. Certains d'entre vous ont peut-être eu la joie de l'entendre parler du meurtre à Rome. Ses connaissances en art oratoire antique nous permettront de trancher ce procès et elle est directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Nous avons donc ce soir des intellectuels de renom. Le troisième membre du jury est monsieur Corentin Faniel. Nous avons donc la chance d'avoir le rédacteur en chef de la Gazette du Sorcier, qui n'est pas uniquement propre à l'univers de Madame Rowling, qui est donc la première source d'information sur Harry Potter en France. Nous accueillons maintenant monsieur Romain de Charnes. Monsieur de Charnes est le président de la Fédération francophone de débat et vous avez peut-être eu l'occasion d'assister au grand procès de Dark Vador qui a eu lieu au Grand Rex. Les procès n'ont aucun secret pour lui. Et maintenant, nous avons deux membres du jury qui sauront sûrement par leur finesse et leur capacité à maîtriser le monde d'Harry Potter nous aider dans cette tâche. Il s'agit de David et Mumu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de regarder sur YouTube leurs vidéos consacrées à l'analyse des films et des livres et notamment les nombreuses vidéos qui ont été consacrées à Harry Potter. Et c'est maintenant au tour d'Hélène Bélanger de venir nous rejoindre. Je suis persuadé que certains ici ont déjà eu la chance de suivre les cours de Madame Bélanger, qui est donc normalienne, spécialiste de l'histoire de la justice punitive et de la symbolique du procès. Vous avez peut-être assisté à son cours Crime et Châtiment, ou l'avez eu en cours lors de votre préparation au concours de l'ENM. Et enfin, j'accueille le président de ce jury ce soir, monsieur Clément Viktorovitch. Monsieur Viktorovitch est docteur en sciences politiques, il enseigne à Sciences Po, à l'ENA et à l'école de la guerre. Il est notamment chroniqueur sur CNews et sur RTL. Je rajoute un mot, Madame Bénédicte Durand s'excuse de ne pouvoir être parmi nous ce soir. Comme certains de vous le savent, elle s'est rendue de toute urgence sur le campus du Reims, suite au malheureux événement qui s'y est déroulé. Et nous avons parmi notre dernier membre du jury, monsieur Adrien Rivière.
Monsieur Rivière est vice-président de la Fédération francophone de débat et la prise de parole en public et l'art oratoire n'a aucun secret pour lui. Bien, maintenant que tous ceux qui auront leur mot à dire dans la condamnation ou non du Seigneur des Ténèbres sont présents parmi nous ce soir, nous allons passer, cher jury, si vous le voulez bien, au moment de réciter cette phrase ô combien importante que je vais vous demander de prononcer avec force et conviction, à savoir « Je le jure » à la fin du serment. Tous ici d'ailleurs, vous serez tous amenés à le faire puisque finalement, étant tous citoyens sorciers de la communauté magique, vous êtes bien évidemment tenus de le respecter. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Tom Elvis Jedusor, que le monde entier connaît sous le nom de Lord Voldemort, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni de ceux de la communauté magique, de ne pas écouter l'appel du pouvoir des forces du mal, et de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un sorcier propre et libre. Mesdames et messieurs les jurés, mesdames et messieurs l'assistance, vous lèverez tous votre main droite et je veux vous entendre dire « Je le jure ». C'est formidable. Il y a une dynamique ce soir, ce procès va être épique. Bien, les charges qui pèsent contre Tom Elvis Jedusor sont les suivantes. Génocide. Crime contre l'humanité et la communauté magique. Crime et torture en bande organisée. Assassinat, tentative d'assassinat. Acte de terrorisme, tentative de déstabilisation du ministère de la Magie. Atteinte à la sûreté du ministère de la Magie et du Royaume-Uni. Corruption du ministère de la Magie. Utilisation illégale de la magie noire et sortilège impardonnable. Vol et destruction du patrimoine magique. Corruption. Abus de faiblesse, détournement de mineurs. Forcément. Atteinte à l'indisponibilité du corps humain et peut-être le plus grave de tous ce soir, possession illégale d'animaux magiques. Ceci étant dit, nous avons la chance et l'honneur ce soir d'avoir parmi les plus grandes personnalités du monde du secret magique et de la communauté des magiques pour venir plaider dans l'acquittement ou la condamnation ce soir de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Harry Potter. Celle dont tout le monde a pu voir la bravoure dans la bataille de Poudlard, celle qui materne ses élèves tout en étant stricte, mesdames et messieurs, Minerva McGonagall. Vous reconnaîtrez la suivante sans doute à sa chevelure de flamme et à son air quelque peu intimidé face au grand Harry Potter qui est par la suite devenu son époux, mesdames et messieurs, Ginny Weasley. Peut-être avez-vous noté la bravoure de notre prochain plaideur lors de la bataille de Poudlard, celui qui ensuite sera nommé ministre de la Magie, Kingsley Shacklebolt. Et enfin, celui dont la performance en art oratoire n'est plus approuvée, Maître Bibal. Toutes ces personnes auront donc pour tâche de laisser paraître la noirceur de celui dont on ne doit plus prononcer le nom, mais que serait un procès réussi sans une défense adéquate. Et pour ce faire, tout d'abord, Madame Narcissa Malfoy. Le regard altier, le port de tête noble, elle n'a rien à envier, ceci dit, à son fils qui est aussi parmi nous ce soir, Drago Malfoy. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de rester à distance respectueuse de notre prochain plaideur.
Celle-ci a été reconnue à de nombreuses reprises pour sa dangerosité et la puissance de ses maléfices. Veillez à rester prudent, s'il vous plaît. Madame Bellatrix Lestrange. Si certains d'entre vous se trouvaient à Poudlard lors de la 5e année d'Harry Potter, vous reconnaîtrez sans nul doute notre prochain plaideur. Peut-être en aurez-vous peur aussi. Il s'agit de Madame Dolores Jane Ombrage. Et enfin, pour s'opposer à la puissance d'art oratoire de Maître Bibal, nous avons ce soir parmi nous Maître Pérez. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, l'heure est grave. La société magique tout entière risque à nouveau de subir l'affront, la crise politique, institutionnelle, morale qu'a été cette grande guerre contre les seigneurs des ténèbres. Nous sommes ici ce soir pour décider de son sort. Il est présent, il est parmi nous. Je vous demanderai de ne pas vous en approcher, bien que sa baguette lui ait été confisquée. Nul ne peut soupçonner l'étendue des pouvoirs du Seigneur des Ténèbres. Mesdames et messieurs, Lord Voldemort. Accusé, veuillez décliner votre identité. Accusé, la plupart de l'assistance ne comprenant pas le fourche-langue, pourriez-vous s'il vous plaît répéter en français? Je suis Lord Voldemort. Quelle est votre profession? Seigneur des Ténèbres, fort bien. Cette baguette est-elle bien celle qui vous a été confisquée à votre arrivée au ministère de la Magie? S'agit-il bien de votre baguette à plume de phénix? Cette baguette est celle du Seigneur des Ténèbres. Fort bien. Accusé, veuillez vous asseoir. Le procès va pouvoir commencer. La parole est à la défense. À l'accusation. C'est dommage. Mesdames et messieurs les jurés, chère assemblée, bonsoir à tous. Je ne pleurerai pas ce soir la mort de mes parents pour vous convaincre de l'ignominie de ce personnage. Je ne vous livrerai que les faits abominables dont s'est rendu coupable le Seigneur des Ténèbres. Et je viens ici représenter toutes les victimes que vous avez torturées ou assassinées. Nous avons ici à juger de l'incarnation même du mal. Nous avons à juger de la créature la plus monstrueuse qui ait jamais existé, le capitalisme mis à part. Cet homme, tant mieux pour lui, sera sûrement le prisonnier le plus chanceux d'Azkaban, puisqu'un sans-âme de la sorte n'aura pas grand-chose à craindre des détraqueurs. Mais nous avons ce soir la mission de l'y envoyer. Je vois déjà ici la défense arriver avec ses grands mots, ses belles explications, et elle aura peut-être l'indécence de plaider l'enfance malheureuse de leur accusé. Tom Jedusor, n'ayant jamais connu l'amour, était-il, malgré lui, au fond destiné à semer la mort? Je connais cette théorie. Mais
Mais ce n'est pas parce que vous avez été 2-3 fois en amphithéâtre de sociaux que vous devez vous sentir capable de tout expliquer. Et cet homme est un tel monstre que rien ne saura excuser ce qu'il a commis. Nous parlons d'un homme qui a tué son père et ses grands-parents parce qu'ils étaient moldus. C'est-à-dire que nous parlons d'un homme qui, à 17 ans, prévoyait une entreprise de purification de la race humaine. Quand il avait 17 ans. Vous faisiez quoi quand vous avez 17 ans ? Je ne sais pas, vous embarrasser en vous posant des questions trop personnelles. Mais enfin, je me doute que vous n'étiez pas en train de préparer une entreprise de purification de la race humaine. On a tous fait des erreurs de jeunesse, on va pas se mentir. Mais de là à tuer 3 membres de sa famille sur leur prétendue appartenance à une race inférieure, on peut au moins dire qu'il a un comportement un petit peu taquin. Mais reprenons le dossier. Nous parlons bien d'un homme qui a consacré sa vie tout entière à vouloir plonger le monde dans les ténèbres les plus obscures. Mesdames et messieurs, pensez à ces innocents. Pensez à ces familles qui ont été brisées. Le Seigneur des ténèbres les a torturés jusqu'à ce qu'ils implorent de mourir pour abréger leur souffrance. Il a usé des sortilèges impardonnables les plus douloureux et les plus vicieux, jusqu'à ce que dans leurs yeux, il n'y ait plus la moindre lueur, si ce n'est l'envie de mourir, pour oublier la souffrance. Le mode opératoire, lui, a souvent été le même. Le sortilège endoloris, pour briser toute résistance chez la victime. Puis le Seigneur des Ténèbres s'est approché de ses victimes. Il les a regardés avec son regard dément. Il a pointé sa baguette sur eux. Et là seulement, il a osé leur infliger l'ultime Avada Kedavra. Mesdames et messieurs, osez imaginer la souffrance de ces victimes. Leur dernière vision fut une baguette et un chauve. En réalité, tout ça, mesdames et messieurs, je le sais parce que je l'ai vu. Et cet homme est si infâme que même les avocats se sont retrouvés un jour ou l'autre dans une position de victime ou de témoin. J'étais là quand Cédric Diggory a été tué. J'étais là quand James et Lily Potter ont été tués. J'ai vu avec Ken, il les a terrassés. J'ai vu comment il aimait les faire souffrir, comment il prenait du plaisir, comment il appréciait voir la souffrance dans le regard de ses victimes. Voldemort aurait tué une 30aine de personnes de sa main, en un éclair vert. Mais combien sont morts suite à ses ordres macabres ? Combien sont morts de sa volonté perverse, de son désir de toujours tuer plus, de faire plus de mal et d'être encore plus sadique ? Certains de ces assassinats n'ont eu pour motif que la cruauté. Son petit plaisir personnel, soit. Mais d'autres ont eu un bien sombre dessein, celui d'atteindre l'éternité en fragmentant son âme dans des Horcruxes. Alors que dire d'un homme ? Que dire d'un homme qui est prêt à tuer des innocents pour se maintenir en vie et savourer un peu plus les malheurs des gens plus longtemps ? Qu'il est prétentieux, déjà, de croire que l'humanité est capable de supporter sa phase hideuse pendant une éternité ? Puis, qu'il est faible, surtout. C'est un homme qui est incapable d'accepter la mort. Il ferait bien de lire un petit peu de philosophie, de prendre un peu de recul, mais enfin, il est faible, il refuse d'accepter la mort. Et regardez son visage. Regardez son visage. Voldemort, c'est le Babtou fragile suprême, soyez conscients. Monsieur Potter, il va falloir conclure. Mais surtout, je conclurai surtout ce que nous devons retenir, c'est que cet homme est un démon qui n'a pour seule raison de vivre que de causer la mort, une mort qu'il se refuse à lui-même. En mutilant son âme, Voldemort s'est défait de toute humanité. Il n'est plus que l'enveloppe de sa propre haine, prêt à la déverser sur le monde entier. Et tant qu'il sera libre, il errera sans arrêt pour vous arracher les dernières gouttes de bonheur qui vous restent, celles qu'il n'a jamais pu goûter. Pour se sentir puissant, il ôtera la vie de tous ceux qui se mettront sur sa route, comme il a voulu le faire avec moi, et comme il le fera sans doute avec vous si vous le libérez. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je n'en appelle qu'à votre sens de la justice, à votre sincérité, à votre sagesse et à votre cœur pur. Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez le plus odieux criminel que l'humanité n'ait jamais eu à juger. Alors prenez vos responsabilités et faites disparaître cette pourriture à Azkaban. Pour témoigner, à côté de Monsieur Potter, Madame Minerva McGonagall. Monsieur Potter, vous souhaitiez poser des questions à Madame McGonagall. Une question pour vous, Madame McGonagall, avec tout le respect que j'ai pour vous. Avez-vous été témoin, lors de vos responsabilités à Poudlard,
de l'usage, de la torture et de la violence pendant l'ère du Seigneur des Ténèbres. Oui. Lorsque nous avons dû changer de directeur, je suis restée à Poudlard. Non pas par plaisir, croyez-le bien. Albus Dumbledore était sans conteste l'un des plus grands sorciers que le monde ait connu. Et plus encore, il était un ami cher. J'ai voulu rester non seulement pour honorer le travail qu'il a mené dans cette école, mais aussi et surtout pour ne pas voir cet héritage détruit. C'était assez naïf de pouvoir penser cela. J'avais connu le Seigneur des Ténèbres, j'avais connu la première guerre que nous avions menée contre lui. Et j'ai pensé que rester à Poudlard me permettrait de garder vivant l'esprit de cette école, cet esprit que j'affectionnais tant. Mais Potter, cet esprit est mort, en haut d'une tour d'astronomie, en même temps que celui qui avait contribué à le façonner durant tant d'années. La période qui a suivi cet événement a été des plus sombres pour l'école. Le Seigneur des Ténèbres n'était pas simplement le mage noir que nous connaissions tous. C'était un système qui a conduit des centaines de sorciers à leur perte en raison de leur ascendance moldue. Que voulez-vous faire lorsque vous voyez les bancs de votre école se vider un peu plus chaque jour? Que voulez-vous faire lorsque vous vous retrouvez piégés, emmurés dans ce lieu que vous admiriez tant, aux côtés d'individus plus dangereux les uns que les autres, qui jouent les professeurs pour mieux enlever et torturer? Que voulez-vous faire? Jouer les diplomates? S'écraser, entretenir de fausses relations cordiales avec des manches-morts, et puis quoi encore, au détour d'un couloir? Tiens, comment va votre femme, Rodolphus? Non. On nous a réduits au silence. Mais lorsque vous êtes revenu, Potter, j'ai cherché à vous protéger, sincèrement, lorsque vous cherchiez le diadème de Rowena Serdaigle. Je vous avoue que j'avais du mal à comprendre le but de cette recherche, même si les mots d'Albus me sont revenus rapidement. En fait, en ce qui concerne les Horcruxes, j'en savais très peu sur cette forme de magie, avant qu'Albus Dumbledore ne m'en parle. Il s'est confié à moi, plusieurs fois. Il m'a fait comprendre à quel point il fallait être inhumain pour créer un Horcrux. Alors 7, sans compter les victimes collatérales. J'ai compris que leur rôle était crucial dans la lutte contre le Seigneur des Ténèbres. Il fallait les détruire, quel qu'en soit le prix. Et ce soir-là, Albus Dumbledore l'a payé. Poudlard l'a payé, les élèves l'ont payé. J'ai vu l'injustice, j'ai vu la douleur et la torture, j'ai vu les disparitions, les emprisonnements, les sortilèges impardonnables. Et je me suis tue, parce que j'ai vu et expérimenté la terreur. Lorsque la puissance de l'un mène à l'impuissance des autres, même devant les pires injustices, les pires crimes, les pires atrocités, alors vous savez que vous avez perdu et que vous êtes perdu. Après la discrimination, la torture, le meurtre, il y a la soumission. La soumission d'un groupe à un autre, lui-même soumis à un individu. Le professeur Chourave m'a souvent dit que toute infection se traitait à la racine. Et c'est quand on remonte la chaîne de la soumission que l'on voit qui tire les ficelles. Mesdames et messieurs, au nom de tous ceux qui ont perdu la vie face à ce marionnettiste macabre, je pense qu'il est temps que le rideau tombe pour lui. Et son nom est Voldemort. Merci, professeur McGonagall, pour votre témoignage. J'appelle maintenant à nous rejoindre pour sa plaidoirie Ginny Wesley. Cédric, Lily, James, Mimi, Rufus, Gripsec, Severus. Le temps qui m'est imparti ce soir n'est pas assez long pour vous donner l'entièreté de la liste des victimes de Voldemort. Mais ils seront toujours dans nos cœurs. Après tout ce temps, à jamais. Dans nos cœurs, oui, pour ceux qui en ont un. Nous sommes tous concernés.
Et c'est pour la sécurité de toute la communauté magique que j'interviens ici ce soir. Ce qui s'est passé ces derniers mois ne doit plus jamais se reproduire. Trop d'innocents sont morts, trop de vies sont brisées. La liste des crimes contre la communauté magique est très longue. Et je souhaite en mettre un ce soir en lumière. Bien joué pour le Seigneur des Ténèbres. J'accuse, même si je dois me lever aux aurores, j'accuse Voldemort de détournement de mineurs. Encore à l'orphelinat, il a emporté et torturé 2 de ses camarades dans une grotte, imprégnée de magie noire. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il s'est passé. Je sais qu'il y a des 2000 dans la salle. Sur Mimi Géniarde, il a tenté le regard qui tue. Non, ce n'est pas une énième technique de drague. Ce basilic, loin d'être à l'état végétatif pour un aromate, a vraiment les yeux revolver. Il a tiré le premier. Je vous invite pour cela à réagir avec le hashtag balance ton serpent. En enrôlant dans votre armée des sorciers encore mineurs comme Crabbe, Goyle, ou en forçant Drago Malfoy à passer 1 an dans un placard pour le réparer, vous vous êtes rendu coupable d'abus de pouvoir et de détournement de mineurs. Lors de ma première année, j'ai été manipulée par ce journal contenant un fragment d'âme, de votre âme. Puis, j'ai été emportée dans la chambre des secrets et je me suis retrouvée nez à nez, avec Voldemort. Ce qui s'est passé dans la chambre, lui, moi, le serpent, ça fait remonter des trucs en moi. Heureusement, Harry est venu me sauver avec ses yeux si verts comme un crapaud frais du matin. Cette même année, vous avez tenté de me manipuler pour tenter d'assassiner des enfants de Moldus. J'accuse Voldemort de meurtre de masse, de façon systématique et organisée, de sorciers enfants de Moldus. Ah, mais j'entends déjà la défense écrivier. Oh non, mais il s'agit d'un détail de l'histoire. Chut. La défense, parlons-en, la fine fleur des mange-morts. Ah, vous, Narcissa, vous avez logé Voldemort des mois durant. Oh, on vous a demandé de rendre service, alors vous avez rendu service, c'est cela ? Je sais pertinemment ce que vous souhaitez dire, que c'est un homme perdu, qu'il faut l'envoyer à Sainte-Mangouste. Mais c'est trop tard. L'hôpital est déjà plein de ses victimes. À présent, je souhaite appeler à la barre M. Kingsley Shacklebot. Kingsley. Oui. Pourriez-vous nous confirmer que Pew Thickness, ministre de la magie, n'était qu'un pantin soumis au sortilège de l'Impero? Ah bien sûr. J'ai reçu un jour un hibou de sa part, j'ai vu que c'était pas écrit en écriture inclusive, j'ai su tout de suite. C'était pas le... Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous écrire vos conditions de travail sous son mandat? Avant cela, quand même, j'ai envie quand même de me présenter un peu à cette assemblée. Mesdames et messieurs le jury, sorciers, sorcières, membres de la communauté magique, Harry, ça me fait plaisir de te revoir. Je viens ici en tant que haut fonctionnaire du ministère de la magie et vous faire récit des atrocités commises par Voldemort et son armée de terribles mange-morts. J'étais là et j'ai été victime du régime autoritaire, fasciste, terroriste, raciste, cisgenre hétéronormé, patriarcal et totalitaire. Mis en place par un violent coup d'État. Alors, à propos de mes conditions de travail, effectivement, oui. Durant ces heures sombres, je suis entré en résistance. Je livrais des informations secrètes aux autres résistants. J'ai tout fait mon possible pour aider M. Potter et surtout retarder les recherches à son sujet. Ils essayaient de m'avoir avec du bon pour les fruits, mais j'ai résisté. Il y avait une atmosphère un peu lugubre et maléfique
dans son ministère, parce que Voldemort avait mis en place une véritable politique de propagande anti-Moldu. Nombreux de mes collègues furent sauvagement renvoyés, certains furent même torturés. Les Mange-Morts surveillaient tout le monde et forçaient les employés à exécuter des travaux pénibles. Nous avions tous et toutes très peur. Par un violent coup d'État, Voldemort a anéanti nos libertés fondamentales. C'est une honte! Donc oui, voilà, vous avez votre réponse concernant mes conditions de travail. Et je tiens par ailleurs aussi à profiter de cette tribune pour dénoncer les actes de discrimination en raison de la couleur de la peau dans la communauté magique, et qui furent particulièrement forts durant les heures sombres. En parallèle de ma résistance, sachez-le, je suis membre fondateur du collectif de visibilité des sorcières et des sorciers racisés. Notre collectif se veut un espace safe pour toutes les sorciers et les sorcières qui se sentent opprimés et invisibilisés par cette domination blanche. Mes frères, levez-vous! Black Power! Black Power! Black and Proud! Voldemort pris son enfer! Black and Proud! Merci beaucoup. Et avant de retourner m'asseoir, je souhaite vous rappeler une chose à tous et à toutes, même si pour cela, je dois me dérober de mes devoirs d'avocat, avec un bouton particulièrement difficile. Je me dérobe. Voilà. Tous ceux qui sont tombés sous son de charme sont manipulés, trahis, trompés, utilisés dans sa grande quête du pouvoir, sans souci de leur sécurité, de leur individualité ou de leur intégrité. Sorcières, sorciers, n'oubliez jamais que notre sécurité collective à tous est en jeu. Elle ne sera pas possible tant que cet homme est libre. Il fera tout pour revenir. Il fera tout pour reprendre le pouvoir et détruire le monde dans lequel nous vivons et auquel nous tenons tous. Merci. Merci Madame Wesley pour cette émouvante plaidoirie qui semble avoir fait ressurgir chez vous des souvenirs parfois difficiles à accepter. Pour conclure l'accusation ce soir du Seigneur des Ténèbres, j'invite Maître Bibal à la barre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Moldus, Mesdames et Messieurs les sorciers, ce n'est pas comme avocat que je m'adresse à vous ce soir, mais comme représentant du ministère magique à ce procès unique, puisqu'il unira pour la première fois, et peut-être la dernière, la question centrale de la magie noire et du droit. Oui, mesdames et messieurs, pour la première fois, vous avez pris le risque, ce soir, de faire se rencontrer ces deux entités si actives dans notre existence, celle de la magie et celle du droit. De ces deux puissances fondamentales de transformation de l'homme et de sa société. Laquelle, ce soir, aura le dernier mot? Magie noire, intrusion de nos fantasmes les plus délirants dans le corps de l'homme. Droit, justice, respect des règles de la société. Et le magistrat que je suis ce soir doit, comme ses collègues, d'abord établir la culpabilité, et plus difficile encore, réclamer la sanction adéquate. Oh, je sais qu'établir la culpabilité de Voldemort, avec les dizaines de preuves qui sont sous nos yeux, les volumes entiers d'accusations, les films qui retracent un à un
les actes délétères, les terribles forfaits de celui-là. Dans cette accusation, l'établissement des faits est en lui-même déjà acquis, je le sais, mais la difficulté ce soir, mesdames et messieurs, c'est que nous n'avons pas un accusé. Nous en avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La difficulté, mesdames et messieurs, ce sont les Horcruxes. Car celui-là, sachant qu'il serait jugé, sachant qu'un jour il aurait à répondre, vous le savez, s'est prémuni de cette condamnation, de cette éradication prévue par la société en se démultipliant et en commettant les uns après les autres 7 crimes supplémentaires pour devenir injugeable. Le journal intime de Gédusor, la bague, le médaillon, la coupe, le diadème, Najiri, et même, mesdames et messieurs, Harry Potter lui-même. Harry Potter lui-même est un Horcrux. Oui, mesdames et messieurs, cette dualité du héros incarne à elle seule la difficulté de saisir les faits que vous aurez à juger. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave, mesdames et messieurs, car en préparant cette audience, j'ai eu la terrible surprise de constater que Voldemort avait, pour notre plus grand malheur, créé, oui, mesdames et messieurs, créé un 8e Horcrux. Et je suis en mesure de vous révéler ce soir, mesdames et messieurs, que l'ordre social lui-même, la répression pénale telle que nous devons la concevoir, est elle-même pénétrée d'un 8e Horcrux. Voldemort. Voldemort. Atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Voldemort. Article 225-17 du Code pénal. Oui, mesdames et messieurs, le Voldemort est inscrit dans notre Code pénal et il est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Il va falloir penser à conclure. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, que cet homme qui risque les peines les plus graves a réussi à s'introduire dans le code pénal et à ne risquer qu'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Il profite de la légalité des délits et des peines pour échapper à sa responsabilité. Alors, mesdames et messieurs, l'état magique ayant le privilège des sortilèges impardonnables, l'état magique ayant le privilège et lui seul de l'imperium, du doloris et de l'avada kedavra, mesdames et messieurs, kedavra. Maître Bibel, il va falloir penser à conclure. Je conclurai en vous rappelant simplement que les 8 Horcruxes sont 8 entités qui poursuivent ensemble un objet commun, perpétuer l'âme maléfique de Voldemort. Ils ont un objet commun. Ils poursuivent un but commun et ils ont un siège commun, l'âme de Voldemort. Ils constituent donc une personne morale. Et l'alinéa 2 de l'article 225-17 prévoit la dissolution des personnes morales. Nous avons donc ce soir, mesdames et messieurs, pour la première fois, l'avada kedavra morale. Voilà ce que je réclame.
Merci, Maître Bibal, pour votre puissante plaidoirie. Merci aussi d'avoir rappelé à l'honorable Assemblée que Voldemort avait commis l'erreur de se faire filmer lors de la plupart de ses méfaits. Une erreur que vous avez su exploiter et c'est tout à votre honneur. Il va donc maintenant être difficile pour la défense du Seigneur des Ténèbres de venir vous répondre. Et la première à tenter ceci ce soir est Madame Narcissa Malfoy. Mesdames et messieurs les jurés, je m'avoue consterné par l'hypocrisie de cette assemblée. Les témoins ont défilé en s'autocongratulant. Le public lui-même a déjà pris parti depuis longtemps. Ne voyez-vous pas que ce procès n'est qu'une vaste mascarade où chacun est venu en ayant déjà jugé mon client? À vue de nez, il vous est facile de blâmer le Seigneur des Ténèbres, car en le haïssant, en l'accusant, et bientôt peut-être en le condamnant, vous pouvez détourner le regard de vos propres crimes. Tom Jedusor n'est que le bouc émissaire que vous avez trouvé pour projeter vos angoisses et votre propre incompréhension de la notion de bien et de mal, et surtout de celle de la responsabilité. Je ne nierai pas les crimes commis par mon client. Ils sont là, évidents, comme le nez de ses figures. En revanche, je vous urge à ne pas vous arrêter à ces actes qui ne veulent rien dire en eux-mêmes, mais bien à remonter à la source, à comprendre que le responsable n'est pas seulement celui qui saisit la baguette et jette le sort, mais bien celui ou ceux qui, des années et des années durant, l'ont tant et tant exclu, qui ne lui ont laissé que le crime comme échappatoire, comme moyen de reconnaissance, comme moyen d'exister. La responsabilité n'est pas quelque chose que l'on peut isoler et déléguer à une seule entité. La responsabilité incombe à tous les acteurs de cette histoire, à commencer par Dumbledore, qui le premier a refusé à Tom Jedusor l'unique poste où il aurait pu calmer ses insécurités et son caractère instable, à l'unique lieu où il s'est jamais senti chez lui, un poste de professeur à Poudlard. Vous reprochez à mon client de ne pas avoir su aimer, mais vous lui avez arraché toutes ses aspirations, tous ses rêves, à son nez et à sa barbe. Vous lui reprochez de n'avoir semé que le malheur et le chaos, mais à quel moment lui avez-vous appris le bonheur? Vous lui reprochez enfin d'avoir commis les pires atrocités pour parvenir à ses fins, mais avez-vous seulement songé à lui présenter d'autres moyens? Alors oui, sans doute, vous pouvez aujourd'hui condamner mon client dans une malhonnêteté intellectuelle écœurante, en brandissant quelques articles du code magique et dans le nez. Mais vous pouvez aussi saisir l'occasion de ce procès pour reconnaître votre propre faillibilité. Vous dites qu'il a mené la pire dictature de tous les temps. Mais regardez-vous, regardez l'oppression que vous exercez contre tous ceux qui n'adhèrent pas à votre système de pensée unique. Dolores, savez-vous seulement ce qu'est une dictature? Tom Jedusor n'est pas méchant parce qu'il est méchant, mais bien parce que tout au long de sa vie, on l'a mis au banc de la société. Son histoire doit vous enseigner vos propres erreurs, votre incapacité à reconnaître les signes de détresse chez autrui. Et ne venez pas me dire qu'il n'y en a eu aucun. La kleptomanie, les fugues à répétition, la vocation brisée de professeur, et enfin une longue spirale d'autodestruction. J'appelle cela des signes de détresse. Allez-vous donc punir la victime de votre propre abandon, alors que vous avez eu sous le nez des années durant les signes manifestes de sa fragilité? Allez-vous condamner une deuxième fois celui à qui vous avez ri au nez toute sa vie? Il ne fallait pas ensuite s'étonner qu'à la fin, face à la sentence inéluctable de la prophétie, Voldemort ait décidé de faire tout son possible, tout son nécessaire pour survivre, quitte à tout anéantir autour de lui, pour révéler le poison qui dévore sa société, le mal qui couvre partout, et surtout là où on l'ignore. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Rétablissez l'ordre des choses. Reconnaissez votre responsabilité. J'appelle désormais à la barre mon fils Drago Malfoy. Drago, mon fils, toi qui as connu le Seigneur des Ténèbres, peux-tu nous dire s'il correspond à celui que l'on décrit habituellement? Très chère mère,
Le Seigneur des Ténèbres est un sombre héros, auquel on voudrait faire porter le chapeau. Que dis-je? Le sombre héros. Et vous avez raison. Je vous le dis, mère, nous faisons bien trop d'honneur à cette assemblée de sang de bourbe en venant y plaider et y témoigner, car ce procès est intrinsèquement biaisé, caduc, vicié. Le Seigneur des Ténèbres, que je salue, est arrivé ici avec l'étiquette de grand méchant, celui qui a eu une carrière de déviant, car oui, je suis allé à quelques CM de sociologie. À vrai dire, pour cela, vous accusez à tort cet homme de tous les torts, et je me tords de douleur, car vous êtes dans l'erreur. Le Seigneur des Ténèbres était mon camarade, mon compagnon, mon maître. J'étais son apprenti, il était mon ami. Et je l'affirme, vous vous trompez de cible. Le Seigneur des Ténèbres était un homme sensible, sans cible particulière, sans but précis, sinon celui de se venger contre ce système qui lui a tant fait de mal. Car c'est vrai, il a quitté le système. C'est pour ça que je veux le voir acquitté. Vous l'acquittez et il est quitte avec vous, quitte à ce qu'il quitte ce procès en toute équité. Certes, cet homme peut paraître froid. Certes, cet homme peut paraître froid au premier abord. Il n'est pas très engageant, j'en conviens. Mais qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Pour juger ainsi du caractère d'un homme que vous ne connaissez que via sa réputation, il n'y a qu'à voir les charges. Beau gosse. On l'accuse de possession d'animaux magiques. Alors déjà, je présume que vous parlez de son reptile et pas de Potter quand il était son prisonnier. Et moi, je vous le dis, c'était un homme sensible. Je l'ai vu quand j'étais à Serpentard. Il aimait parfois rester avec son Serpentard. En réalité, on est loin, bien loin du portrait manichéen et dénué de toute nuance que dresse ici l'accusation. Mon fils, on te dit sous influence, incapable peut-être de te révolter contre celui qui fut ton maître. Qu'as-tu à répondre à cela? Baliverne, calomnie. Nous avons une relation de maître à élève, je ne le nie pas. Je dirais même que cette relation se poursuit aujourd'hui en un profond sentiment d'admiration et de respect, mais ce n'est pas pour autant qu'il me mène la baguette. Son influence sur moi est celle d'un modèle sur son admirateur. C'est simplement la preuve du charisme de cet homme, que ses détracteurs voudraient faire passer pour un gourou d'une secte de détraqueurs. Mon fils, que Oui. t'inspirent enfin les charges retenues par l'accusation contre notre accusé? J'ai bien entendu les charges larmoyantes de l'accusation. Il s'agirait de grandir. Pour tout vous dire, mère, ces charges, je les méprise, car il y a méprise. Mes prises de position sont prises en opposition à ces charges. Non mais c'est pas sorcier de comprendre que l'accusation vient ici pour mettre tout sur le dos du Seigneur des Ténèbres. On l'accuse de vol de patrimoine magique, de vol de mort, alors que l'accusation, composée de vainqueurs, de gentils, a trouvé en cet homme le coupable idéal, le bouc émissaire, comme vous l'avez justement dit, désigné, le grand méchant parfait, tout ça pour cacher ses propres erreurs qui ont conduit à l'exclusion sociale de cet homme. Ce n'est pas la bonne personne qui se trouve sur le banc des accusés. Foi de malfoi, si maintes fois le mal a été fait et foisonne, ici vous faites mal à ma foi, car vous faites le mal, mais surtout vous le faites mal. Le Seigneur des Ténèbres ne mérite pas le sort que vous voudriez lui réserver. Ma mère a eu la justesse de dire que son parcours est le reflet des erreurs que vous avez commises, en l'excluant tant de Poudlard que du monde des sorciers plus généralement. Lui avez-vous laissé le choix? Non, tout simplement. Ainsi, si condamner cet homme qui a mené sa propre voie est votre dernier jugement, je dirais que l'avocat parle et que le jugement. Cher Drago Malfoy, merci pour votre témoignage. Ginny Wesley souhaiterait vous poser une question. Tentez de cacher la vérité sous un peu de gel et de poudre de perlimpinpin, mais cette année, à Poudlard, des élèves ont jeté sur leurs camarades des sortilèges d'Andoloris en guise d'entraînement. Comment expliquez-vous les tortures et les atrocités commises cette année dans notre école avec votre complicité sous la direction de Voldemort? Alors tout d'abord, ne parlez pas de mon gel, vous et moi ne sommes pas de mèche. Ensuite, cette question reflète bien ce que je dénonce à travers ma diatribe. Dès que quelque chose ne vous plaît pas, dès que quelque chose sort un peu de l'ordinaire, vous criez au scandale. Mais quel conservatisme! Les méthodes éducatives du Seigneur des Ténèbres sortaient peut-être un peu des sentiers battus, mais vous sortez du cadre du procès. Ainsi, le Seigneur des Ténèbres et moi étions universels qui voulaient régner sur Poudlard de manière universelle, McGonagall, qui, je le rappelle, était bien présente lors des faits dont vous m'accusez aujourd'hui. Décidément, vous ne l'accusez pas elle. Vous n'avez pas le monopole du cœur, mais vous avez bien celui de l'hypocrisie.
rapide mot de conclusion, Madame Malfoy. Je n'aurai que quelques mots à rajouter. Ayez un peu de nez pour une fois, sans quoi la moutarde montera au mien. Merci, Madame Malfoy et Monsieur Drago Malfoy. Je sens la frustration que vous semblez vouer au Seigneur des Ténèbres quant à son nez. Je rajoute d'ailleurs la citation de Monsieur Lucius Malfoy, votre époux qui n'est pas présent ce soir, mais qui vient de me faire parvenir ce message. Si le nez de Voldemort avait été plus long, la face du monde en eût été changée. Nous allons maintenant pouvoir laisser la parole au plus dangereux membre de ce tribunal. Il s'agit de Madame Bellatrix Lestrange, à qui je rappelle que la barre se situe devant le bureau du président du tribunal. Merci Madame Lestrange. Chère Assemblée, cher jury, je ne perdrai pas de temps à démentir les accusations de nos procureurs. Cet homme doit partir libre. Car, contrairement à nous, avocats, et surtout à moi, Voldemort n'est pas un esprit! Et je connais les fous. Enfant d'un homme, l'ayant abandonné des mois avant sa naissance. Enfant d'une femme, morte une heure après. Orphelin battu par ses pères, élève éloigné de tous dans son génie. Surtout, dirigeant charismatique, délicat, gracieux, intelligent, d'un groupe rejeté par le ministère. Le Seigneur des Ténèbres a passé sa vie rejetée. Et vous connaissez comme moi cette expression millénaire sorcière. Si t'es souvent seule avec tes problèmes, c'est que souvent le problème c'est toi. J'ai en effet avec moi un rapport psychiatrique complet, certifié par l'hôpital sorcier de Sainte-Mangouste, qui affirme, je vous cite, que Tom Elvis Chedizor souffre d'une incapacité à la compassion, d'une forte instabilité mentale, d'un manque total d'empathie et surtout d'un syndrome délirant majeur. Vous avez devant vous un homme qu'on n'a jamais pris en charge, qu'on a laissé souffrir et faire souffrir, puisque bourreau, il est d'abord victime. Regardez cet homme, souriant. Regardez-le et voyez tout ce qu'il a tué. Et souvenez-vous que ce sang est sur chacune de vos mains. Le Seigneur des Ténèbres est la création de la société sorcière, de son immobilisme, de son aveuglement. Et aujourd'hui, vous souhaitez condamner le fruit de vos erreurs? Pas besoin d'une boule de cristal pour voir la corruption ministérielle qui règne dans cette salle. Alors qu'on cherche à tout prix à condamner, à faire des exemples après la guerre, plutôt qu'à appliquer une justice équitable à un homme malade. Et ces maladies qu'on n'a jamais détectées ont contribué à pousser l'accusé à s'emparer de pratiques de magie noire illégales que pourtant, notons-le, le ministère n'a pas réussi à éloigner des citoyens. Ainsi, comme l'a très justement dit mon collègue, petit bébé Potter, l'accusé a perdu la rare raison qui lui restait par l'utilisation répétée d'Horcrux. J'aimerais ainsi appeler à la barre Madame Dolores Ombrage pour en témoigner. Madame Ombrage, déclinez votre identité. Monsieur le président du Imagine Mago, chers membres du jury, chers avocats, chers procureurs, chers étudiants, Tom, je suis Madame Dolores Jane Ombrage, sorcière de sang très très pur. Mes parents étaient d'illustres sorciers, mais tous deux ont disparu. C'est dommage. En ce qui concerne mes fonctions, nous n'aurions pas assez de temps pour toutes les évoquer, tellement elles ont été nombreuses et brillantes. Mais je vais quand même le faire. Alors, après mes études à Poudlard, chez Serpentard, j'intègre le ministère de la Magie en 1975, où je suis devenue une grande
merveilleuse, consciencieuse. On a compris! Sous-secrétaire d'État. Madame, vous avez été, pendant le règne de Voldemort, un pilier du ministère de la magie. Avez-vous remarqué dans son comportement une quelconque anormalité? Vous voulez dire au-delà de son... Il est vrai que le Seigneur des Ténèbres m'est toujours apparu comme légèrement dérangé. Je veux dire, on parle tout de même d'un homme qui entretient avec son serpent des relations très étranges. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai aperçu s'exprimant et parlant à Nagini de façon très très concrète. Bien sûr, il m'arrive aussi de parler à mes chats. La dernière fois, l'un d'eux me dit, ils ont une conversation passionnante. La dernière fois, l'un d'eux m'a d'ailleurs dit, tu te rends compte à quel point... Les faits! Alors, Voldemort souffre de troubles psychologiques graves que j'ai pu remarquer lors de mes différentes entrevues avec lui. Son regard est fuyant, il a du mal à se concentrer, parle dans le vide et de façon discontinue. Sa mémoire s'altère même fréquemment. Il lui est plusieurs fois arrivé d'oublier les quelques ordres qu'il nous avait donnés. Je tiens à dire que son obsession pour le jeune Harry Potter peut paraître très inquiétante. Voldemort m'a semblé être un homme malade, profondément perturbé. Et je tiens à le dire, sa place n'est pas dans un tribunal, sa place n'est pas dans une prison, sa place est à l'aile psychiatrique de l'hôpital de Sainte-Mangouste. Donnez son ouvrage! Reconnaissez-vous ce médaillon? Oui, bien sûr, c'est un médaillon de famille, nous l'avons depuis des générations. Assemblée, sachez que ce médaillon a été transformé par Lord Voldemort en Horcrux. Il contient un morceau de son âme. Vous l'avez porté au cou pendant de longs mois. Avez-vous quelque chose à nous dire sur les comportements qu'il vous a révélés? Ma chère amie, si vous saviez... Pendant les quelques mois où je l'ai porté, j'ai été prise d'hallucinations. J'ai pu sentir la magie noire qui s'en émanait. Et compte tenu de ma longue expérience, j'ai ainsi décelé les signes d'une âme pleine de démence. Alors je suis navrée d'avoir à le dire en ce lieu, mais si j'avais été à votre place, Monsieur le Président du Magen Mago, jamais je n'aurais eu l'imprudence de faire comparaître Monsieur Tom Jedusor. Si j'avais été à votre place, comme je l'ai été il y a quelques années, de façon plutôt brillante d'ailleurs, jamais je n'aurais osé faire cela à un homme malade, perdu, atteint de folie. Je ne vois là, Monsieur le Président, que le résultat de votre incompétence. Mais surtout, n'en prenez pas pour autant ombrage. Merci, Madame Ombrage, pour ces émouvantes paroles de plaidoirie. Maître Bibal souhaiterait vous poser une question. Monsieur le Président, j'ai simplement une observation. Je voudrais que le jury observe l'extrême prétention du témoin qui est venu déposer. Et je voudrais simplement rappeler que ceci n'est que parole de vaniteuse et que pour l'accusation, seule une parole d'humble est d'or. Merci de Dolores Ombrage. Je garde ceci. Je pense qu'à la lueur du témoignage de mon témoin et à celle de l'évaluation psychologique, qu'il apparaît certain que le Seigneur des Ténèbres souffre de graves sévices mentaux qui ont ruiné son existence, sans que jamais le ministère ne les prise en charge. Lord Voldemort est un indigent moral, et vous prétendez condamner un être sans discernement, à l'intellectuel défaillant. Un homme qui a tant souffert de sa condition qu'il a tenté d'extirper son âme de lui-même. Vous affirmez pouvoir le blâmer pour des actes dont il n'a jamais pu évaluer la justesse éthique. Mesdames, messieurs les jurés, la place de Lord Voldemort n'est pas entre les quatre murs d'une prison, mais dans l'univers clos d'un hôpital.
Ce procès est le premier du monde magique de l'après-guerre. Il sera la ligne conductrice du nouveau monde que nous voulons créer. La justice doit s'appliquer à tous également, et à des êtres en pleine possession de leurs moyens psychologiques. Aujourd'hui est un jour qui se retrouvera inscrit dans tous les livres d'histoire. Ce tribunal, reconnu inapte à juger les seigneurs des ténèbres, c'est le triomphe de la société magique. Sa condamnation, c'est l'annonce de l'échec programmé du ministère. Merci Madame Lestrange pour 2 choses. Merci tout d'abord pour cette plaidoirie et merci enfin de vous tenir à distance respectueuse de la plupart des membres de cette assemblée. Certes, je connais cette théorie. Je voudrais maintenant, afin de conclure la défense du Seigneur des Ténèbres, appeler à la barre notre dernier avocat, Maître Pérez. Quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, j'ai peur. J'ai très peur. J'ai très peur parce que dans notre pays, au cœur de Paris, qui est encore la capitale de la France, on puisse tenir des procès, que dis-je des procès ? Des procès, une chasse aux sorcières, de cette nature, au XXIe siècle, dans une enceinte comme celle-ci, me sidère. Et cet état de sidération d'où je viens de sortir à l'instant, à la suite des hurlements intéressants de mon prédécesseur, cette sidération, elle a été encore plus forte lorsque j'ai entendu l'accusation et que j'ai vu de mes propres yeux qui osait se prétendre ministère public. Nous avons ici M. Harry Potter lui-même, que j'aurais pensé faire figurer parmi les parties civiles s'il avait quelque chose à dire, qui n'hésite pas, au nom de notre État, à requérir lui-même, pour lui-même, mais contre lui-même. Car cette façon de faire, je ne peux pas vous appeler mon cher confrère, c'est injurieux pour la robe que je porte. Oui, car en France, les partis civils ne se présentent pas en robe. Oui, cette façon de se défendre soi-même, en portant la parole de l'État, que dis-je de l'État, du ministère de la Magie ou de je ne sais quelle autre entité, n'a rien de glorieux. On a entendu tout à l'heure dans la bouche de ce même Harry Potter, oui, vous n'allez pas nous raconter votre enfance malheureuse, d'autres l'ont déjà fait, etc. Bien sûr que je vais vous la raconter, son enfance malheureuse. Et je ne vais même vous raconter que son enfance malheureuse, parce que je ne l'appellerai jamais homme, car ce n'est pas un homme. C'est un demi-moldu. Oui, un demi-moldu et à moitié sorcier. Comment en est-il dans des circonstances hallucinantes? Sa mère, je ne vous le rappellerai pas, a pendant des années instillé dans le petit thé matinal qu'elle servait à son époux, le désespérément vide d'intérêt Tom Jedusor. Elle a eu un enfant avec un moldu. Oui, cette sorcière a un enfant avec un moldu. Et déjà, on s'étonne de l'état du dit enfant. Mais là où ça devient vraiment problématique,
c'est au moment où, voulant confier cet enfant à l'orphelinat, elle a juste le temps de lui trouver un prénom que déjà elle trépasse 1 heure plus tard. N'est-ce pas là des circonstances qui font de n'importe quel être normal, à supposer qu'on puisse l'être normal, un futur homme ou femme ou sorcier ou demi-moldu à problème? Voilà le problème. Le problème, c'est l'enfance. Pas d'enfance. 11 années dans un orphelinat, à croupir. Alors, que faisiez-vous pendant vos 11 premières années, mesdames et messieurs les jurés, si je vous avais vous-même placé 11 ans dans un orphelinat rempli d'êtres malfaisants? Vous savez ce qui se passe dans les orphelinats? Et de plus, dans les orphelinats anglais? Car n'oublions pas que nous jugeons un Anglais, mais que certains procureurs, croyant faire un bon mot, osent lui opposer le code civil de Napoléon à un Anglais. Honte à vous, monsieur le procureur. Honte à vous, je vous ai vu tout à l'heure. Vous parlez d'humilité. Oui, il faut que la parole soit humble. Et qu'avons-nous vu tout à l'heure? À quoi avons-nous assisté? Je vous le demande. La salle était électrisée par quoi? Par les cris, par les hurlements, par les gesticulations, par les d'un individu qui prétend défendre notre société alors qu'il n'est que le que nous avons vu tout à l'heure. Non, vous ne vous serez pas, vous ne ferez pas une idée de ce dossier en écoutant simplement cette accusation qui n'est rien, cette accusation qui est fondée sur quoi? J'écoutais tout à l'heure mon confrère Bibal. Il nous a dit, les livres sont là. Alors oui, effectivement, j'ai été commis d'office il y a 3 jours pour étudier le dossier. On m'a remis 7 tomes. Il va falloir penser à conclure. Non, je ne conclurai pas, parce que la défense ne conclut pas comme ça, monsieur le président. Je vous signale que mes contradicteurs ont eu plus de temps. Des livres écrits par qui? Une chômeuse! Une chômeuse! Parfaitement, une chômeuse qui n'avait rien d'autre à faire vu que Pôle emploi anglais n'avait plus rien à lui donner que de gribouiller du papier. Invention que tout cela, invention d'une femme au bord de la ruine financière. Des films, nous a-t-on dit. Y a-t-il jamais écrit au générique de n'importe lequel des films dont on parle biopic? Non. Non. Invention hollywoodienne, fadaise, produite par un certain Weinstein, de surcroît. Vous ne vous laisserez pas influencer par ces soi-disant preuves qui ne sont rien, qui ne sont que du vent. Alors que lui... Je ne dirai pas 36 choses, monsieur le président, mais ça, j'ai besoin de le dire. Une seule, en ce cas. Non, je ne me contenterai pas d'une chose. Sinon. Je vous signale quand même que j'ai été il y a peu de temps l'avocat de Dark Vador que j'ai fait acquitter. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on me donne monsieur Gédusor. Vous avez compris le problème avec les gens en or. Oui, leur cœur est d'or, mais ils ont une sale réputation. Et oui, on nous dit que tous ces criminels, parce qu'ils finissent par or, alors je parle d'Edgar Faure, évidemment, de Roger Mort, de Demi Mort, d'Henri Salvador, tous devraient finir ici? Non, 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 monsieur Gédusor, si vous le regardez bien, il s'appelle d'abord Tom, comme son père, il s'appelait Tom Jones, et Elvis, comme son grand-père, qui s'appelait Presley. Et ce n'est pas pour rien. Quant à Gédusor, si vous avez bien regardé, monsieur le président, vous n'avez pas fait tout à l'heure l'étude de son arbre généalogique, mais quand vous l'inversez, ça fait Jésus d'or. Car... Merci, maître Pérez.
Car au fond de son cœur, détraqueurs arrivent. c'est Jésus qui dort. Et vous n'allez pas le crucifier une deuxième fois. Alors vous acquitterez. Et je dis à tous les Ponce Pilates qu'ils aillent se laver les mains ailleurs. Et ce sera justice. Merci. Chers sorciers, chères sorcières, tous nos plaideurs se sont maintenant exprimés. Il reste une personne ce soir qui n'a pas encore pris la parole. La personne centrale de ce procès, la personne pour qui ce procès se déroule aujourd'hui. Ne laisserons-nous pas la possibilité au Seigneur des Ténèbres de s'exprimer ce soir? Nous allons prendre cette capacité. J'accueille maintenant Lord Voldemort. Enfin, de retour. Enfin, ensemble. Enfin, notre œuvre peut s'achever. Cessons de nous cacher comme des rats. Cessons de nous taire. Cessez d'être aveuglés. Mes amis, cela fait trop d'années que nous subissons sous la soumission des moldus. Nous avons, ensemble, d'immenses pouvoirs, mais nous sommes cachés, chassés, sachant chaque souffle se laisser choir en silence. Et je sais ces sorciers se satisfaisant d'une si sinistre situation. Je ne l'accepte pas. Ce monde regorge de tant de possibilités. Mais nos aïeux ont fait l'erreur de le laisser aux êtres les plus faibles qui soient. C'en est trop. Récupérons notre dû. Sinon, nous sommes voués à mourir, et il n'y a rien de pire que la mort. Finalement, mon action sert le peuple sorcier. Face à ces moldus, à ces miséreux de moldus, à ces êtres infiniment plus faibles, à ces animaux sauvages, bestiaux, qui se bouffent et se font la guerre entre eux, à ces êtres immondes, dégoulinants, ruisselants, sales, immondes, horribles, pleins de vices, à ces sots salaces, conçus sans conscience, sans sagesse, sans science et sans sens, sans et sans cesse, soir, sans scission et sans scier, à ces si spéciales et suspicieuses sensations, celle de la bêtise, à ces pères qui n'emportent que le nom et qui abandonnent femmes et enfants, à ces monstres. Mais nous ne sommes pas des monstres. Dumbledore l'avait compris. Avant vous tous, votre cher Albus Dumbledore l'avait compris. Lui et moi sommes pareils. Nos familles, nos baguettes, nos pouvoirs. Beaucoup dans cette assemblée se demandent pourquoi suis-je encore vivant. Mais parce que Dumbledore l'a voulu. Durant mon enfance, 100 ans, ma part, d'ombre diront certains, audacieuse selon moi, il m'a choisi pour accomplir le dessein qu'il n'a jamais eu le courage de faire. Finalement,
Il m'a choisi pour le sauver, pour vous sauver. Il se savait traître à son sang. Sa mort a dû être pour lui un immense soulagement. J'entends des cris étouffés dans cette assemblée, mais contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un monstre. Je suis un génie incompris. Je suis un prophète. Je suis un guide des tréfonds de notre relégation vers les cimes des richesses. Je suis votre Raïs à vous. Vous savez, il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a que le pouvoir. Et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. Chers sorciers, chers amis, vous souhaitez vivre en paix? Je suis là pour ça. Une prophétie, un jour m'a dit, aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Il est temps de faire cesser la survie des autres. Chers sorciers, chères sorcières, tous ceux qui, ce soir, devaient s'exprimer se sont maintenant exprimés. Le sort du Seigneur des Ténèbres, le destin de la société magique tout entière est maintenant entre les mains de nos jurés, qui, après cette longue plaidoirie, ces longues plaidoiries, tantôt de la part d'Harry Potter, tantôt de la part du professeur McGonagall, tantôt de la part de Bellatrix Lestrange, il est maintenant temps, ce moment tant redouté, ce moment fatidique de la délibération. Pour ce faire, j'invite les membres de notre estimé jury à bien vouloir se lever et me suivre pendant que Monsieur Rivière se chargera de nous analyser et nous décrypter peut-être ce procès dans ce qu'il a pu apporter et dans toutes les richesses d'art oratoire qu'il a su déployer. Nous arrivons tout de suite avec le moment fatidique que vous attendez tous. Bonsoir à tous. Bon, pour que nous ayons un échange constructif, un vrai dialogue, pas de tweets, pas de photos. Il faut que ça reste entre nous, autrement, évidemment, je vais vous resservir ce bullshit habituel que je sors sur tous les plateaux télé, dans toutes les écoles, et ça serait dommageable pour nous tous. Ce soir, plus qu'Harry Potter, plus que le sorcier, plus que les sorcières, plus que les dégénérés, c'est un peu la soirée du maquillage. C'est un peu la soirée vraiment déguisement, extrêmement bien réussi, mais malheureusement, nous sommes tombés un mardi 13, et le mardi 13, c'est le jour des intermittents du spectacle qui ne travaillent pas. Et donc, évidemment, on part sur du maquillage fait maison, et je me suis amusé, au fil de ce procès, à essayer de reconnaître qui était qui. Et c'est pas évident, parce que moi, par exemple, pour Harry Potter, j'ai plutôt Maître Bibal, plutôt que Monsieur. Vous voyez, il y a quand même, il y a des difficultés. Et donc c'est clairement une soirée sponsorisée par le musée Grévin. Hein, on est très clairement sur du partenariat public-privé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors Jenny, évidemment, les cheveux, bon là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Très clairement, il y a un mauvais choix. C'est clair. Bon, les plaidoiries maintenant. Harry Potter. Harry Potter, c'est clairement pas Harry Potter. Harry Potter ne parle pas comme ça. C'est très clair. C'est déjà ignominie dès la première phrase. Enfin, Harry Potter ne dit pas ignominie. L'épaisseur également de la monture des lunettes. Enfin, là, excusez-moi, mais non.
Enfin, c'est-à-dire que non, j'étais en conversation avec J.K. Rowling, je lui disais, écoutez, je suis à une représentation théâtrale de votre objet, et je lui disais, écoutez, il y a un problème, hein, c'est-à-dire que là, je pense qu'il y a un mauvais choix d'acteur, hein, très clairement. Et puis, c'est Harry Potter le hipster, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur de la barbe du 11e arrondissement, hein, rue de la Roquette, on est clairement à Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, hein, on est très très clairement à Paris. Alors, sur la plaidoirie, évidemment, je n'ai rien retenu, puisque c'était d'une vacuité saisissante. C'est-à-dire que c'est très beau, mais vous ne retenez rien. C'est-à-dire que si je vous demande ce que vous avez retenu de ce qu'a dit Harry Potter, voilà. C'est évidemment ce qui ressort. Et puis il nous dit quand même à la fin, ça c'est très drôle, il nous dit à la fin, prenez vos responsabilités. Non mais, attends, des centaines de lignes sur tes conneries, Harry. Des centaines de lignes. Tu fous Hermione dans la merde. D'ailleurs, elle est où, Hermione, putain? Merde, quoi. Un procès d'Harry Potter sur Hermione. Oh putain. Mais c'est dingue. Moi aussi, je peux crier, Béatrix. Merde aussi, l'hôpital, là. Fait chier, quoi. Minerva, ce qui est bien, c'est qu'on est sur de la réponse spontanée, quoi. Elle arrive avec les gros paplards, tout est écrit, tous les mots, mais rien n'est prévu, hein. Rien, alors question extrêmement saugrenue, et on sent que c'est le discours long, vous voyez. Je sais pas si vous avez senti, on sent qu'on est comme saisi d'une envie irrépressible de prendre l'iPhone, qui est certes retourné sur la table, mais qui là d'un coup guette extrêmement sournoisement la main droite. C'est-à-dire que très vite, on peut partir sur Facebook, hein. On le sent au ton, on le sent, et on sent bien aussi le jeu des minutes, hein. Bibal, ça dure 7-10 minutes, on s'en rend pas compte. Là, Minerva, ça dure 4 minutes, mais très clairement, on s'en passait, hein. Et alors, il y a une belle phrase dans ce qu'a dit Minerva, quand même, une belle phrase. C'est, attention, la soumission d'un groupe à un autre, virgule, silence, lui-même soumis à un individu. Ok, Jenny. Bon, arrêtez de... Donc Jenny partit, comme je l'ai dit, sur la perruque Casimir, hein, ça c'est très très clair. Donc ça c'est le procès qui se joue juste en face à la bibliothèque, hein, entre le rayon psychiatrie natale et viol en groupe. Alors, on est évidemment sur plusieurs jeux de référence, hein, qui vont se poursuivre. Vous l'avez remarqué, on va être sur un travail de bibliographie à la fin, hein. On va vraiment payer beaucoup de droits d'auteur, et notamment du Marc Lavoine. Ça, c'est intéressant de citer Marc Lavoine en 2018, et quand on a votre âge, Jenny, ça dit quelque chose sur la société française et sur à quel point elle se projette vers l'avenir. Donc ça m'a rassuré énormément, en tout cas pour ça, hein, qu'on embrasse la transformation digitale et tout ça. Donc ça, je pense que Frédéric Mignon sera ravi. Voilà. Et je voudrais vous rappeler quelques paroles de Marc Lavoine qui prolongent, hein, les yeux revolver, évidemment. Donc plus loin, il dit « À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours... » Non, je ne vais pas continuer, c'est dommage, parce que là, on est sur l'hashtag MeToo, hein, et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément. Alors après, je vais l'appeler la cravate mauve, hein, si vous voulez bien, parce que, encore une fois, on est sur quelque chose de vestimentairement parlant, à la fois extrêmement osé, et qui est un certain prélude, hein, un liminaire, à cette personnalité étrange, qui est une fusion entre le haut fonctionnaire, tel qu'il s'est présenté, hein, et Booba. C'est un peu Booba m'amène, hein, c'est tout nouveau, et on sent notamment là un travail sur la phrase, hein, vraiment sur la construction de la phrase, la structure, et notamment cette phrase « j'ai tout fait mon possible ». Donc là, on est sur de l'anastrophe. On vient rompre véritablement la structure, ce qui crée un décalage auditif chez chacun d'entre vous, qui permet non pas de suivre ce qu'il dit, encore une fois, puisqu'on s'en fout ce soir, mais qui permet, voilà, d'esquisser un sourire, et ça, c'est quand même important. Il a mentionné également ce combat qu'il mène, évidemment, par sa couleur de peau et par son engagement, comme l'a pu le faire Barack Obama, qui n'est autre que son père, et
qui évidemment se rattache à SOS Racisme hein, et à l'ensemble de ces grands mouvements. Et on est là, moi quasiment, en tout cas, je le dis ce soir en toute transparence, quasiment je suis sur un racisme de cravate. C'est-à-dire que je suis quasiment sectaire pour interdire, en tout cas, votre cravate, parce que là, évidemment, ça fait mal aux yeux. Et moi qui ai astigmate hypermétrope, encore plus, puisque mes lunettes grossissent, évidemment, cette cravate mauve que vous pourrez enlever immédiatement. Alors, Maître Bibal, alors évidemment, c'est difficile, parce que là, on a l'énergie, on a également une belle photo sur France Bleu Océan, qui, tout de suite projetée, je ne sais pas si vous l'avez vu, a un certain effet également sur l'auditoire. Et, je l'ai dit, Maître Bibal, c'est certainement Harry Potter. Et une fois qu'on part de ce postulat, on a dans sa plaidoirie un jeu de schizophrénie qu'on va retrouver chez certains autres, hein, évidemment. Jeu de schizophrénie, et très vite, eh bien, on sent qu'il est possédé. Hein. On sent qu'il a eu une longue journée, très très longue journée. Et donc là, dans le Dalloz, il s'est dit en venant, bon, ok, ce matin, sur des affaires compliquées, là, qu'est-ce que je peux trouver hein, pour essayer de faire rigoler un peu tous ces jeunes. Et il est tombé là-dessus. C'est quand même une belle pirouette. On sent qu'il y a une belle maîtrise de la parole. Et pour moi, je le dis quand même, c'est l'argument le plus fort de ce soir. C'est d'ailleurs l'unique. Donc ça, c'est un bon point. Alors on passe à l'accusation. Là, évidemment, on sent que, et vous l'avez tous senti, hein, le procès, on passe à la défense, pardon, excusez-moi, mais c'est parce que justement le procès a basculé. C'est-à-dire que là, véritablement, on est passé sur des individus qui ne sont pas stables psychologiquement. Hein, c'est-à-dire que là, on est sur un terrain, comme dirait ma mère, un terrain psychologique déficient. Ce qui est un bon terme pour résumer ce qui s'est passé lors de ces dernières minutes. Donc, Narcissa, pardon, excusez-moi, je ne sais même pas quel est le sujet de ce soir. Donc on a une plaidoirie quand même qui est difficile. C'est-à-dire que plaider le fait que Voldemort est innocent parce qu'il n'a pas pu être prof... Globalement, il y en a tellement en France, partout, qui rendraient leur classe de 3e en disant « Mais tiens, vas-y, prends-les, mon vieux, vas-y, j'en veux pas, m'amène, c'est pour toi. » Et là, on est sur une plaidoirie difficile, quoi. Et forcément, on arrive à des choses comme « Il n'est pas méchant parce qu'il est méchant. » Bah oui, ça c'est évident, hein, c'est évident, il a été mis sur le banc de la société, et on aurait voulu qu'il y reste un peu plus, d'ailleurs, sur son banc. Et donc, cette plaidoirie, elle fait écho à celle d'Harry Potter. Vous voyez, dans la vacuité, il y a un effet d'écho extrêmement intéressant où le premier acte rappelle le second. J'aime beaucoup les opéras équilibrés de cette façon, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors après, évidemment, on a le fils. Donc le fils, là, c'est... je sais pas, c'est Vincent Delerme ou c'est Aurel San, je sais pas trop, je suis un peu... En tout cas, on a une volonté vraiment de montrer à quel point on est capable de travailler le calembour et la flagornerie oratoire. Hein, on est vraiment sur de la plaidoirie, voilà, c'est bien magique, on en a bien mis. Donc là, on a un exercice d'articulation labiale. C'est-à-dire qu'on est fondamentalement là, dans quelqu'un qui a la mâchoire tendue, hein, et qui nécessite d'enchaîner dans un soliloque assez intéressant avec lui-même, énormément de voilà, on ne sait pas, encore une fois, c'est une énigme. Moi, j'ai beaucoup invoqué Freud comme ça, intérieurement également, pour me dire qu'est-ce qui se passe là maintenant, rue Saint-Guillaume, où va cette institution, le campus délocalisé, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que, on n'est plus rue Saint-Guillaume, là, quand même, là, on est plutôt, on va le voir tout à l'heure, dans l'hôpital psychiatrique, hein. Et lui, ce soir, a un gros boulot de bibliographie, hein, très clairement. Et là où vraiment on s'enfonce dans le procès, c'est évidemment avec Madame, hein, Madame qui ne va pas bien. Donc, très rapidement, pendant qu'elle s'exprimait, j'ai créé une campagne de crowdfunding sur Ulule pour l'aider. Donc, vous pouvez donner à partir de quelques centimes seulement. C'est ouvert à tous, et évidemment pour lui trouver un lit au plus vite dans l'hôpital qu'elle a elle-même mentionné. Elle sort ce rapport psychiatrique, j'espérais que ce soit le sien. Non, évidemment que non. Elle invoque également Madame Ombrage. Là, on est encore une fois dans quelque chose qui est extrêmement gênant, qui nous met mal à l'aise. Hein. C'est la maladie renvoyée à nous.
Et ça fait extrêmement mal. En tout cas, j'espère que des lits se libéreront à Sainte-Mangouste. Maître Pérez, au début, on a l'impression qu'on revient à la normale. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit « Ah, lui-même reconnaît les hurlements, lui-même a des difficultés avec sa collègue. » On sent que ça a été difficile, la préparation. Puis on a un peu lessivé aussi après ça. Mais non, en fait non. Il est lui-même possédé. Et là, évidemment, on a un problème qui est très clair, c'est qu'il n'a pas lu les mêmes romans que nous. Il ne juge pas du tout cette affaire-là. Donc lui, apparemment, on ne parle pas du tout d'Harry Potter et c'est extrêmement compliqué pour lui. On me demande de conclure. Donc je vais conclure extrêmement rapidement. Avec, évidemment, le principal concerné. Monsieur Voldemort, enfin, ensemble. Enfin, ici et maintenant. Enfin, je dis des vacuités. Enfin, suivez-moi. Enfin, fini. Voldemort, le roi de l'allitération, le roi de l'assonance. Incroyable. Sachez que vous n'avez pas à être condamné ce soir, puisque vous êtes mort le 2 mai 1998, selon votre propre page Wikipédia, selon également, bien évidemment, la volonté de votre auteur. Et je le sais, la douleur n'en est que plus grande. Vous n'avez pas vu la seule victoire de l'équipe de France en 98. Cette victoire de la Zidane, le doublé, rien de tout ça, vous ne connaissez pas et j'en suis navré ce soir. En tout cas, merci pour cette prestation médiocre, fidèle à votre personnalité évidemment. Et merci à vous tous. Merci, Monsieur Rivière, pour cette analyse du procès. J'ai pu entendre, et ce même depuis le couloir de Boutmy, qu'elle avait eu un impact retentissant parmi cette assemblée. J'appelle dès à présent le jury à venir me rejoindre sur scène et je laisse immédiatement la parole au président de notre jury, Monsieur Viktorovitch, afin de vous faire part de la réponse, finalement, que le jury a décidé de donner pour ce procès. Merci beaucoup, chers amis, chers témoins, chers plaideurs, Monsieur Voldemort, bravo. Le jury que j'ai l'insigne honneur de représenter a été extrêmement impressionné par tous les étudiants qui se sont succédés sur cette estrade et les avocats, effectivement. Cher maître, j'ai oublié de vous saluer. Dieu sait que c'est difficile, Dieu sait que c'est compliqué et on a été estomaqué par les assonances et les jeux sur les sonorités des uns, les métaphores des autres, le jeu tout court de certaines qui nous ont un peu terrorisés, mais en même temps impressionnés. C'est-à-dire que c'est un clivage assez curieux psychologiquement à expérimenter. Et donc, c'est terriblement dur et vous en êtes tous sortis avec magnificence et brio. Je crois qu'on peut applaudir l'ensemble des orateurs de ce soir. Devant tant d'excellence, le jury s'est montré plus que magnanime, il s'est montré généreux, voire dispendieux. Nous n'avons pas pu donner un seul prix et nous avons donc décidé de cliver. C'est pourquoi, parmi les plaideurs, nous avons décidé de représenter celle qui a fait se dresser les cheveux le long du cou. Je sais que ça n'a aucun sens de l'ensemble de l'Assemblée. Madame L'Extrange, félicitations, vous êtes notre meilleure plaideuse. Il n'était pas possible de ne pas récompenser un témoin. Et parmi les témoins, il nous a éblouis par son jeu sur les assonances, les allitérations et les paronomales, c'est-à-dire une succession de mots contenant la même syllabe. Félicitations, Monsieur Malfoy, vous êtes notre meilleur témoin. Monsieur Malfoy. Et il nous fallait acquitter ou condamner celui dont il ne faut pas prononcer le nom. 2 mots sur ce qui a motivé notre décision. Du côté de l'accusation, nous avons été impressionnés par une forme d'homogénéité, une pluie d'accusations au fond,
Comment pourrait-on pardonner à celui qui a tué à de multiples reprises et qui porte sur ses épaules tant d'assassinats et tant de crimes individuels? Et en même temps, nous avons regretté que finalement le projet génocidaire de Lord Voldemort ait été passé quand même relativement sous silence, ce qui est étonnant parce que ça n'est pas la moindre des accusations au fond. Et donc on aurait pu s'attendre peut-être à une accusation encore plus lourde que celle qui a été portée. Quant à la défense nous a surpris. Elle nous a surpris par, évidemment, la variété de la tonalité de ses défenseurs, et puis elle nous a surpris par une sorte de défense assez curieuse, puisqu'on nous a expliqué d'abord que Lord Voldemort avait eu une enfance malheureuse et qu'il fallait donc l'acquitter parce que finalement c'est pas de sa faute et qu'on a tous été en sociaux, moi aussi mais il y a plus longtemps que vous, soit. Ensuite, on nous a expliqué que finalement, il était totalement malade mental, expertise psychologique à l'appui, et que donc il fallait l'équiter parce que sa place est non pas en cours de sociaux, ce qui est presque aussi terrible, mais dans un asile de fous. Pourquoi pas? Et enfin, on nous a expliqué que finalement, les crimes qu'il a commis, c'est pas si grave, on peut aussi le comprendre. Bref, 3 plaidoiries en une, et finalement, même si chacune d'entre elles était convaincante, on ne savait plus où donner de la tête. Et avec d'une part l'homogénéité et en même temps une ambition modérée, et d'autre part plus d'ambition peut-être, mais une ligne argumentative qui partait dans tous les sens, nous avons décidé à 6 voix contre 5. Mesdames, Messieurs, nous avons décidé de condamner Lord Voldemort. Ou plutôt nous y étions. Le procès de Lord Voldemort s'est déroulé ce soir. Le jury a eu assez de bon sens pour choisir de le condamner. Merci à tous les jurés qui sont venus ce soir. Merci aux plaideurs. Merci à Science Potter et à Révolte-toi, à Chloé Jamel, la présidente de l'association. Et je vous demanderai s'il vous plaît de rapidement quitter l'amphithéâtre puisque comme tout le monde, les appariteurs souhaiteraient pouvoir le fermer. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt pour un nouveau procès, je l'espère. Et chers amis, 2 secondes, un tonnerre d'applaudissements pour les organisateurs, Chloé Jamel qui est restée en haut pour vous ce soir, pour la régie, et Tommy, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Alors, chers amis, pendant que vous êtes en train de quitter l'amphithéâtre, j'aimerais simplement vous dire que toutes les prestations ont été faites par des étudiants et que c'est tout à fait possible de prendre la parole et que je vous conseille d'aller dans les multiples associations d'art oratoire qui existent. Et on est même fiers parce qu'il y a quelques lycéens qui sont présents. Et surtout, ce qu'on voulait vous annoncer, avant de puisser partir, c'est que Révolte-toi organise dans un mois, le 6 avril, le procès d'un homme qui a été cité aujourd'hui, le procès d'Eli Yafa, alias Bouba. Donc on se retrouve le 6 novembre à Nanterre pour faire son procès.